on a utilisé des mesures qui étaient proportionnelles et nécessaires pour empêcher ces manifestations illégales de continuer à perturber l'économie et surtout la vie des gens. Justin Trudeau, qui demeure convaincu qu'il avait les motifs nécessaires pour invoquer la loi sur les mesures d'urgence en février dernier afin de mettre un terme à l'occupation du centre-ville d'Ottawa. Il y a une commission spéciale qui doit maintenant déterminer si c'est vraiment le cas. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre des 6 prochaines semaines de travaux? Est-ce qu'il y a un risque pour le premier ministre d'être éclaboussé par tout ça? Voyons voir ce qu'en pensent mes collaborateurs. Alec, qui est absent cette semaine, c'est Madeleine Blais-Morin, la chef du bureau politique de Radio-Canada à Ottawa, qui est avec nous. À ses côtés, vous les connaissez, Chantal Hébert, chroniqueur au Toronto Star et au magazine de l'actualité, Michel Séauger, chroniqueur politique à la Presse Plus et à Radio-Canada. Bonjour à vous trois. Bonjour. 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 On va commencer avec la visite, hein? C'est la vieille habitude. Madeleine, commençons avec vous. À quoi est-ce qu'on s'attend de ces audiences? Bien, je pense qu'on a déjà eu un aperçu dès la toute première journée à quel point les opinions sont divergentes sur la justification. Est-ce que c'était justifié ou non d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence? Je vous entendais, Daniel, dire Justin Trudeau est convaincu, mais il n'a pas convaincu tout le monde. Et voilà. Il y avait des sondages de ce printemps qui disaient qu'il y avait la moitié à peu près des Canadiens qui croyaient qu'invoquer la loi, c'était justifié. Donc là, on va entendre des provinces, par exemple l'Alberta, par exemple la Saskatchewan, dire c'était pas justifié. Puis en plus, Justin Trudeau n'aurait pas dû invoquer la loi parce qu'il aurait dû nous consulter d'abord, ce qu'il a à peu près pas fait. Il y a des groupes de défense des libertés civiles qui disaient bon, la menace n'était pas assez grande pour invoquer la loi. Il y a la police provinciale de l'Ontario qui disait les pouvoirs prévus dans la loi étaient superflus. Donc, vous voyez, on va entendre ça d'une part, puis on va entendre d'autre part le gouvernement, notamment le gouvernement fédéral, des ministres dire non, au contraire, il fallait cette loi-là, c'était proportionnel, c'était justifié. On a déjà entendu Justin Trudeau le dire. Ouais. Mais ultimement, il va falloir convaincre parce qu'il y a le juge Rouleau à convaincre, mais il y a aussi l'opinion publique à convaincre. Donc, ça va être aussi un exercice de communication de la part du gouvernement pour essayer peut-être d'expliquer davantage pourquoi cette loi-là, à leurs yeux, aux yeux du gouvernement, était nécessaire. Bon, Michel, ensuite Chantal. Michel, il y a quand même un risque pour M. Trudeau là-dedans. Il y a un risque aussi pour d'autres partis, je présume, là? Il y a un risque pour M. Trudeau, d'abord et avant tout, c'est lui qui l'a invoqué. Ouais. Et n'oublions pas, la question à laquelle le juge Rouleau doit répondre, ce n'est pas est-ce que c'était utile d'avoir la loi des mesures d'urgence pour mettre fin à la situation des camionneurs à Ottawa puis ailleurs. La question, c'est si c'était justifié, si c'était nécessaire. Et ça, c'est beaucoup plus haut comme barre à franchir pour le gouvernement. Tout le monde est d'accord. Les policiers vont tous vous dire, ben oui, si on a ces pouvoirs-là, c'est utile. Mais ça a marché. C'est sûr que c'est utile. Oui, ça a marché, c'est sûr. Mais en même temps, est-ce que c'était le seul moyen de le faire? Et c'est ça qui est beaucoup plus difficile à prouver pour le gouvernement. Et on verra dans l'esprit du juge Rouleau ce que les défenses du gouvernement auront fait. Mais c'est une barre qui est très haute. Il faut pas l'oublier, la loi qui a remplacé la loi des mesures de guerre. C'est un bel exercice que d'avoir ça après pour justement se justifier. Ça n'a pas été fait en 70, ça n'a pas été fait quand on a invoqué la loi des mesures de guerre, mais ça exige quand même pour le gouvernement un niveau de preuve puis un niveau de capacité de convaincre qui est très difficile. Oui. Chantal, le risque là-dedans? Il y a un risque certain et une partie de la réponse va venir de l'information que des experts, services de sécurité et autres, ont donné au Conseil des ministres. Ça ne peut pas être seulement des impressions qu'il fallait faire quelque chose, parce que dans ce cas-là, ce serait évident que ce serait une réaction aux pressions politiques qui, vous le savez, s'étaient multipliées à un moment donné. Néanmoins, c'est important pour l'avenir parce que la barre est haute et elle doit rester haute. Pourquoi elle doit rester haute? Quoi qu'en pense le gouvernement aujourd'hui? Parce qu'un jour, les mêmes gens qui vont vous dire Justin Trudeau avait raison seront peut-être pas d'accord quand on va appliquer la même méthode et que le gouvernement serait conservateur et qu'on parlerait d'un blocus autochtone. Alors, il faut que l'argumentaire du gouvernement soit solide. Cela dit, il y a quand même des risques limités dans le sens où j'ai pas l'impression, moi, qu'il y a un gros avantage pour Pierre Poilievre. Dans le pire scénario pour le gouvernement, le juge Rouleau, à la fin, dit finalement c'était un raccourci, il y aurait eu moyen de faire autrement.
Je vois pas comment Pierre Poilievre, chef conservateur, aspirant premier ministre, pourrait passer plusieurs jours à triturer le gouvernement et à donner l'impression que finalement, il avait raison d'épouser la cause du convoi. Parce que l'opinion publique est peut-être ambivalente sur la loi des mesures d'urgence, mais elle est certainement pas ambivalente sur le convoi lui-même et les tactiques employées. Oui, et il y a des photos de M. Poilievre avec une boîte de bain qui vont revenir rapidement, cas échéant. Hein? Michel, c'est très court quand même ce qu'il a comme période, le juge Rouleau. 6 semaines pour faire le travail. Est-ce que c'est suffisant? Ça devrait être suffisant parce qu'il n'est quand même pas obligé de retourner chaque pierre. C'est pas un procès au criminel, ça, là. Il va juger des explications du gouvernement et des explications d'autres intervenants dans cette crise-là et de voir... tu sais, il y a des choses là-dedans qui ne prendront pas beaucoup de temps à se faire comprendre. Par exemple, le pont ambassadeur, il était déjà ouvert quand on a invoqué la loi. Alors, ça, c'est une chose sur laquelle il n'y aura pas besoin de passer énormément de temps. Alors, il a le temps de faire le travail. C'est fastidieux, remarquez, puis c'est long, 6 semaines, quand vous êtes le juge, puis vous écoutez chacun des arguments, mais ça se fait. Les enquêtes du coroner sont beaucoup plus courtes que ça. Oui, non, effectivement. Chantal, là-dessus. Même les plus compliquées. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, surtout en Ontario, qui ont trouvé curieux, néanmoins, que le gouvernement de l'Ontario soit aussi absent de cet exercice-là. Oui. Parce que la dernière fois qu'on a regardé Ottawa, Windsor, là où est le pont vers Détroit, c'est bel et bien dans la province de l'Ontario, pas en Saskatchewan ou en Alberta. Et l'essentiel de cette crise-là s'est passé en Ontario. Mais l'impression que ça donne, c'est que le premier ministre Ford veut pas jouer dans ce film-là d'aucune façon, même pas pour donner un coup de pouce ou un coup de pied à Justin Trudeau. Madeleine? Probablement parce qu'il sent qu'il y aurait peut-être des risques pour lui aussi. Il n'y a pas un acteur dans cette crise-là, la crise du convoi des camionneurs, qui n'est pas un peu qui est un peu menacé ou bien qui peut subir un peu sur la défensive avec cette question-là. Quoique, pour Justin Trudeau, parce que c'est lui, entre autres, qui va devoir témoigner et pas Pierre Poilievre. Mais je trouve quand même intéressant de noter que jusqu'à maintenant, les questions portent véritablement sur est-ce que c'était justifié ou non d'invoquer la loi. C'est des questions qui sont fondamentales parce qu'on ne veut pas justement qu'on se serve de cette loi-là de façon trop facile. Mais en même temps, on n'est pas en train de se poser des questions sur des dérives qui ont eu lieu à cause de l'utilisation de la loi, sur une mauvaise utilisation de la loi une fois qu'elle a été finalement utilisée. Je trouve que le risque aurait probablement été plus grand pour Justin Trudeau si ça avait commencé à aller de travers après l'invocation de la loi. Chantal, vous hachez de la tête? Oui, on n'est pas allé chercher l'opposé des intellectuels de la ville d'Ottawa ou de la région de l'Ontario pour les mettre en prison. C'est quand même une grosse différence par rapport à la loi sur les mesures de guerre. Et l'application de la loi a été extraordinairement limitée dans le temps, dans le sens où même le Sénat, selon mes souvenirs, n'a pas eu le temps de se prononcer avant que ça soit fini. Alors, quand même, là-dessus, on peut dire, d'autre part, ce qui va aider le gouvernement, quelque part, c'est le fait qu'il était minoritaire. Donc, ça ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu l'appui d'un autre parti pour appuyer la démarche à la Chambre des communes. Michel, qu'est-ce que vous allez surveiller des travaux qui s'en viennent? Il reste presque 6 semaines. En fait, il y a eu seulement 2 jours là, à date. Ouais. Bon, écoutez, on va être très intéressé par la voix des acteurs politiques là-dedans, à commencer par M. Trudeau. Et M. Trudeau va être obligé de dépasser la phrase qu'on a entendue au début, là. De dire « Ah, c'était bien utile, il fallait le faire et tout ça. Ouais. Il va falloir qu'il explique pourquoi le gouvernement l'a fait. Ça, j'ai hâte de l'entendre parce qu'il n'est pas toujours très bon là-dedans. Bon. Pour ceux que ça intéresse, les politiciens, normalement, je pense qu'ils sont prévus plus tard dans le processus, vers la fin. Alors, on va devoir faire preuve d'un peu de patience. On va faire un saut du côté de Québec cette fois-ci parce que il ne s'est pas passé grand-chose cette semaine. On a beaucoup été dans la réflexion. Mais M. Legault, qui, la dernière fois qu'il a parlé aux médias, parlait de choix déchirants qu'il aurait à faire pour son Conseil des ministres, a dû commencer à réfléchir à ces choix-là. Alors, Madeleine, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qui émerge de ces discussions-là? C'est très secret encore. Il n'y a personne qui a reçu l'appel, mais quand même, il y a des noms qui circulent, il y a des rumeurs qui circulent. Oui, en même temps, dans ce genre d'exercice-là, les gens qui savent se taisent.
et les gens qui ne savent pas commencent à parler de toutes sortes de rumeurs, de noms qui circulent. C'est pas nécessairement une bonne idée de dire « Ah, moi j'ai été approché et je vais être ministre dans tel ministère. » Ce serait probablement une recette pour finalement être exclu de ce genre de poste-là. C'est un problème de riche qu'a François Legault, mais c'est un problème quand même, parce qu'avec un plus grand nombre d'élus, il a un plus grand nombre de choix, mais aussi une plus grande possibilité de faire des déçus. Parce que les gens qui ont la confiance de mettre leur visage sur un poteau, sur une pancarte, ont aussi parfois la confiance de se voir éventuellement ministre. Et non seulement il y a des gens qui veulent avoir un rôle de ministre, mais parfois même un rôle précis dans un cabinet ministériel. Je pense par exemple à Jody Wilson-Raybould. Elle avait été déçue de perdre son poste de ministre de la Justice, puis ça a mené à une crise au sein du gouvernement Trudeau. Donc, c'est vraiment un exercice qui est difficile pour François Legault, surtout qu'il n'y a pas tant de place que ça. Lors du premier cabinet Trudeau, il y avait seulement 2 personnes qui avaient des expériences ministérielles. François Legault, Marguerite Blais. Et là, c'est pire, là, si on exclut des gens, tout d'un coup, ça fait des gens qui se voient vivre une démotion, donc encore plus grande déception. Donc, calcul politique qui est complexe pour François Legault. Chantal, effectivement, calcul pas simple pour M. Legault. En même temps, il gère l'abondance aussi. Il y a pas mal de monde. Il y a beaucoup de candidats intéressants. Oui, et Madeleine parlait des gens qui parlent avant et qui risquent de se faire éliminer ou tasser à cause de ça. On peut se demander si les gens qui ont raconté qu'il était question d'un super ministère économique pour M. Fitzgibbon n'ont pas voulu, quelque part, le faire trébucher dans le sens où ça a produit un avertissement de la PDG d'Hydro-Québec que sa place à la tête de la société n'était pas acquise, qu'elle n'allait pas rester si elle avait des commandes qui allaient à l'encontre de ce qu'elle perçoit comme le meilleur intérêt du Québec et d'Hydro-Québec. Alors, c'est intéressant. Je dois vous dire que dans plusieurs officines à Ottawa, on surveille un poste, c'est évident, c'est celui qui s'appelle à Ottawa les relations intergouvernementales, qui a un autre nom à Québec, probablement les relations canadiennes. Mais ce ministère-là... La job de Sonia Lebel dans le dernier gouvernement, là. Exactement. On se demande, Sonia Lebel a des bonnes relations avec beaucoup d'élus sur la colline parlementaire fédérale et au sein du gouvernement Trudeau, mais on se demande, est-ce qu'on va se ramasser, et c'est l'expression qu'on utilise, avec Simon Jolin-Barrette. Bon. Et si c'était le cas, ce serait interprété comme un signal qu'on s'en va vers une période extraordinairement mouvementée et pas nécessairement particulièrement productive au niveau des relations Ottawa-Québec. Oui, c'est ça. Ça pourrait donner le ton à une relation plus confrontationnelle, mettons. Michel, qu'est-ce que vous voyez, vous, dans ce qui se dessine, puis les défis de M. Legault dans tout ça? D'abord, il a un beau problème. Il a très clairement une équipe qui est meilleure que celle qu'il avait il y a 4 ans. Il va y avoir des déçus, mais à tout prendre, il est mieux dans cette situation-ci qu'il y a 4 ans. Souvenez-vous, on vient de parler de Sonia Lebel. À un moment donné, elle avait 4 ministères. Ça n'a pas beaucoup de sens non plus, ça. Alors, ça, je pense que ça va être fini. Ce qu'on sait, c'est que le haut de la pyramide ne sera pas touché, c'est-à-dire le duo économique qui est de M. Fitzgibbon et du ministre des Finances, M. Girard. On verra l'étendue des pouvoirs de M. Fitzgibbon. Je suis assez d'accord avec Chantal. Il y a eu des coups de semonce cette semaine qui ont peut-être changé les affaires. Il y a aussi M. Dubé qui va rester là, le plus gros budget de l'État. C'est au 2e étage qu'il va y avoir des changements. Là. Éducation, transport, affaires intergouvernementales. Il y a toutes sortes de ministères importants qui risquent de changer. L'immigration, sécurité publique, l'immigration, c'est acquis, qui va changer. Là, il va y avoir de gros changements et c'est là qu'il va faire avoir l'écart entre ceux qui restent et ceux qui entrent, les recrues qui entrent au cabinet. Là-dessus, il pourrait y avoir des déçus. Pour pas que ça paraisse trop, à Québec, on leur a dit, vous serez assermentés au début de la semaine, les députés. Puis après ça, on commencera à faire des téléphones pour dire qui est ministre. Comme ça, au moins, quand il y a la sermentation des députés, tout le monde va être content.
Et dimanche prochain, on ira faire le tour des vraies nominations, puis on regardera ce que ça donne puis ce que ça veut dire pour les relations fédérales. Là, c'est intéressant. Là, je vais surveiller Simon Jolin Barrette à Ottawa. Je vais voir quel genre de réaction ça suscite ici cette semaine. S'il veut mettre le feu... Madeleine, Chantal, Michel, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.